Un jour, il a dit non, non à l'abandon, non à la défaite. Ce jour-là, un homme seul s'est dressé contre le silence de l'histoire et a rendu à la France sa voix. Bienvenue sur Destin de légende, la chaîne où chaque récit dévoile ce que les manuels oublient, les failles, les combats intimes et les grandeurs secrètes de celles et ceux qui ont marqué la France. Aujourd'hui, nous plongeons dans le destin d'un homme que le doute n'a jamais fait plier, un soldat devenu symbole, un visionnaire solitaire devenu l'ultime recours d'une nation en ruine, Charles de Gaulle, le stratège de la nation. Abonne-toi maintenant, car ici, chaque semaine, nous redonnons chair aux mythes et voix à ceux que l'histoire a trop souvent figés. Les racines, Lille, 1890, là où tout commence. Il y a le silence d'une maison austère et la densité d'un nom porté avec gravité. Nous sommes à Lille, au cœur de la Flandre française. Un matin froid de novembre 1890. La brume s'accroche aux pierres des façades bourgeoises, les pavés luisent de rosée, et derrière les volets discrets d'un hôtel particulier de la rue Princesse, un cri d'enfant vient troubler la discipline feutrée des lieux. Charles André, Joseph-Marie de Gaulle vient de naître. Il est le troisième d'une fratrie de 5 enfants, dans une famille catholique, lettrée, profondément patriote. Pas de luxe tapageur, pas de mondanité. La richesse ici est intérieure, ancrée dans les livres, la morale et l'idée que la France n'est pas seulement un pays, mais une mission. Son père, Henri de Gaulle, n'est pas un homme banal. Professeur de lettres classiques, il enseigne dans les institutions religieuses parisiennes, mais à la maison, il est bien plus qu'un enseignant. Il est un sculpteur d'âme. Chaque dîner est un cours d'histoire, chaque promenade une méditation sur la grandeur perdue de la France, chaque silence un rappel du devoir. Il parle à ses fils de Vercingétorix, de Jeanne d'Arc, de Napoléon. Pas comme on raconte un récit, mais comme on transmet un feu sacré. Charles l'écoute, souvent en silence, mais dans ses yeux clairs, lents à cligner, quelque chose s'imprime, quelque chose de sérieux, de solennel. On dit que Charles de Gaulle, enfant, ne riait que rarement, non par tristesse, mais par pudeur, par une sorte de gravité précoce, comme s'il savait déjà qu'il ne lui serait pas permis de vivre légèrement. Sa mère, Jeanne Maillot, est tout aussi rigide, pieuse, attachée aux traditions. Elle enseigne à ses enfants la foi, le sacrifice, le respect du silence et des absents. Elle leur parle de la France comme d'un être souffrant, qu'il faut protéger, soigner, relever. Elle ne pleure jamais devant eux. Elle prie. La maison des de Gaulle est un sanctuaire. On n'y crie pas, on y apprend, on s'y soumet à des exigences invisibles. On lit, on débat, on se forme. L'ambition y est présente, mais toujours drapée dans la retenue. Et Charles grandit là, comme dans un couvent laïque. Il ne joue pas aux soldats, il lit Plutarque, il ne court pas dans les champs. Il observe les statues. À 10 ans, il parle de la France éternelle, comme d'une vieille amie qu'il aurait connue dans une autre vie. Mais ce n'est pas un enfant docile. Il est têtu. Très. Un jour, à l'école, son professeur lui demande « Quel serait ton métier plus tard ?» Et le petit Charles répond sans hésiter « Je serai chef de l'État. » Ce n'est pas une boutade, pas une rêverie d'enfant, c'est une conviction. Comme si l'histoire lui avait chuchoté quelque chose que lui seul avait entendu. On le surnomme le grand asperge, à cause de sa taille, déjà élancée. Il n'a pas l'aisance des enfants populaires, pas l'humour des camarades faciles, mais il a une présence, une manière de se tenir, une lenteur dans la parole qui force le silence autour de lui. Le soir, dans sa chambre, il recopie à la main des discours de grands hommes. Il apprend le latin, le grec, la rhétorique, et dans l'ombre de son père, il se prépare. À quoi ? Il ne le sait pas encore, mais quelque chose l'attend, quelque chose d'immense. Il n'a que 15 ans lorsqu'il écrit à son frère « La France est tombée bien bas, mais je crois qu'elle renaîtra, et j'aimerais l'y aider d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une promesse. » Et dans les rues de Lille, à l'heure où les clochers résonnent, un adolescent marche droit, long manteau fermé, regard figé vers l'horizon. Il n'est encore personne, mais déjà, il porte un pays tout entier dans ses silences. L'enfance, le silence et le devoir.
Avant qu'un homme devienne un symbole, il traverse l'épreuve du silence. L'enfance de Charles de Gaulle est une marche intérieure, rigoureuse et solitaire, au cœur d'un monde régi par le devoir. À la fin du 19e siècle, on n'élève pas les enfants pour leur épanouissement. On les prépare, on les arme, on les façonne. Et dans la famille de Gaulle, on ne parle pas d'avenir léger. On parle de mission, de service, de grandeur. Très tôt, Charles détonne. Il n'a ni la légèreté ni la docilité des autres enfants. Il est sérieux, parfois déroutant, toujours d'une maturité presque inquiétante pour son âge. À 8 ans, il ne court pas dans les jardins, il préfère les livres. À 10, il écrit des fables à la manière de La Fontaine. À 12, il commente des batailles comme s'il les avait vécues. Ses frères l'appellent le philosophe, non pas par moquerie, mais par respect instinctif. Il parle peu, mais quand il parle, c'est avec une précision qui étonne les adultes. Il ne cherche pas la compagnie, mais il impose sa présence. À Paris, Charles entre dans les pensionnats catholiques, tenus par les jésuites. Là-bas, les journées sont rythmées par la prière, l'étude, la discipline. Peu d'enfants s'y épanouissent. Charles, lui, s'y construit. Il supporte la rigueur. Il en fait une force. Il comprend que le silence n'est pas un vide, mais une forme de maîtrise. Qu'obéir n'est pas s'abaisser, mais se préparer à diriger. Un de ses professeurs dira plus tard « Ce garçon n'est pas simplement intelligent, il est habité, comme s'il écoutait en permanence une voix que nous n'entendons pas. » Il n'aime pas les jeux collectifs. Il n'aime pas perdre non plus. Lors d'un match de balle aux prisonniers, il refuse de quitter le terrain après avoir été touché. Quand on lui demande pourquoi, il répond simplement « Je ne suis pas d'accord avec la règle. » Il n'est pas arrogant. Il est convaincu. Et c'est peut-être cela qui trouble ses camarades. Cette conviction tranquille, inébranlable, qui ne cherche pas à convaincre, mais à durer. À la maison, ses lectures deviennent obsessionnelles. Il dévore les mémoires d'outre-tombe, les campagnes napoléoniennes, les grands débats parlementaires. L'histoire n'est pas pour lui un récit, c'est une architecture, et il veut en connaître chaque pierre. Une anecdote revient souvent. Un jour, en classe, l'enseignant demande aux élèves d'imaginer une lettre qu'ils adresseraient à Dieu. Les copies parlent d'amour, de pardon, de crainte d'enfant. La lettre de Charles commence ainsi. « Seigneur, si vous voulez faire quelque chose de moi, faites en sorte que je sois prêt quand l'heure viendra. » Ce n'est pas de la piété ostentatoire, c'est une intuition profonde. Il sera appelé. Il ne sait pas quand, ni comment. Mais il s'y prépare, déjà. Solitaire ? Oui, mais jamais fermé. Charles observe, il analyse, il s'imprègne. Chaque interaction est un apprentissage. Il étudie les gens comme il étudie les cartes de bataille, avec patience, sans émotion apparente. À 14 ans, il accompagne son père à une conférence sur la défaite de 1870. Dans le silence de l'assemblée, on l'entend murmurer « La prochaine fois, il faudra être prêt. Cette honte-là ne doit jamais revenir. » Il ne vit pas dans le présent. Il vit pour un avenir qu'il pressent fragile, exigeant, douloureux. Il n'a pas encore de rôle, mais il se forge une stature. Là où d'autres enfants cherchent à plaire, à s'insérer, Charles construit en lui un rempart invisible, non pas pour se protéger du monde, mais pour mieux s'y tenir debout, le jour venu. Et dans ce pensionnat parisien, où les corridors résonnent de pas feutrés et de messes basses, un adolescent marche lentement, les mains croisées derrière le dos, le regard déjà ailleurs. Il n'a pas encore 15 ans, mais il pense comme un homme de 50, et déjà l'histoire, tapie dans l'ombre, l'observe. Le premier rêve, l'armée comme vocation. Il y a des choix qui relèvent de la volonté, et d'autres qui relèvent de l'évidence. Pour Charles de Gaulle, entrer à Saint-Cyr, ce n'est pas une ambition. C'est une réponse à l'appel sourd d'un destin déjà pressenti. Il a tout juste 18 ans, grand, élancé, raide comme une baïonnette, le port d'un homme qui se retient d'être jeune. Dans ses yeux, il n'y a pas de trace d'adolescence, mais déjà la lumière fixe d'un homme en marche. Il n'hésite pas, il ne tergiverse pas. Il passe le concours de Saint-Cyr, la prestigieuse école militaire française, avec la même concentration que s'il franchissait une frontière invisible entre l'ombre et la lumière. C'est là qu'il veut être, là qu'il doit être. Dans le monde clos de la caserne, les futurs officiers s'endurcissent sous le poids du devoir, des ordres, des rituels militaires. Mais pour Charles, ce n'est pas l'uniforme qui importe, c'est ce qu'il symbolise.
Il n'est pas attiré par le prestige, encore moins par l'aventure. Ce qu'il cherche, c'est la structure, l'ossature, un cadre rigide à la hauteur de ses idéaux. Très vite, il se distingue, par son port altier, par sa manière de marcher, droite, presque solennelle, par sa parole mesurée, ses silences denses, son regard toujours tourné vers un ailleurs que ses camarades ne voient pas. Il n'est ni le plus sociable, ni le plus apprécié, mais il est respecté, parce qu'il impose sans forcer, parce qu'on sent qu'il ne joue jamais un rôle. Un jour, un instructeur lui demande ce que représente l'armée à ses yeux. Il répond sans ciller. C'est la dernière garde de la nation. Quand tout vacille, elle reste debout. Cette phrase, simple et droite, contient déjà toute sa pensée politique future. Pour lui, la France ne doit jamais se courber. Et si les institutions chancellent, si les dirigeants s'égarent, il faut des hommes debout pour l'incarner. À Saint-Cyr, il ne cherche pas à briller. Il observe. Il lit dans les silences. Il contemple les bustes des grands maréchaux dans les couloirs comme on consulte des ancêtres. Il écrit dans ses carnets « Nous vivons dans le souvenir de gloires passées. Mais la grandeur de demain dépend de notre capacité à les surpasser. Ce n'est pas une rêverie romantique, c'est une conviction, dure, exigeante. Il sait que l'armée qu'il rejoint n'est pas prête. Il le pressent déjà. Il sait que la France, dans sa suffisance républicaine d'après-guerre, oublie ce qu'est la vraie menace. Ses camarades pensent encore en termes de bataillons et de cavalerie. Lui pense à la guerre de demain. Mécanique, foudroyante, totale. Mais cette vision, il la garde pour lui. Car Charles de Gaulle, à Saint-Cyr, apprend surtout à patienter, à dissimuler, à attendre l'heure. Il n'est pas encore en guerre, mais il est déjà en veille. Chaque exercice, chaque marche forcée, chaque levée glacée à l'aube est pour lui un prélude. Il veut servir. Oui, mais pas n'importe comment. Il ne veut pas être un pion, il veut être un axe. Une anecdote revient dans les témoignages. Lors d'une cérémonie, alors qu'on remet les galons à une promotion, un officier commente en riant « Celui-là ne sourit jamais ». Et un autre, plus ancien, réplique « Ce n'est pas qu'il ne sourit pas, c'est qu'il regarde déjà plus loin que nous. Il sort de Saint-Cyr en 1912, il n'a que 22 ans. Il est affecté au 33e régiment d'infanterie à Arras, sous les ordres d'un certain Philippe Pétain. Le lien est encore inconnu, mais l'ironie du destin est déjà en place. Le futur mentor, le futur adversaire, le face-à-face qui marquera l'histoire. Pour l'heure, Charles de Gaulle est encore un jeune lieutenant. Il n'a pas encore connu la guerre, ni la gloire, ni l'exil. Il n'est encore qu'une promesse. Mais à ceux qui le croisent, une impression reste. Celle d'un homme qui ne rêve pas de grandeur pour lui-même, mais d'un pays qu'il veut aider à se relever. Et dans ce monde en paix, qui ne sent pas encore les soubresauts de 1914, lui, marche déjà au pas du siècle qui arrive. La blessure. Verdun, 1916. Il y a des blessures que l'on voit, et d'autres, plus profondes, que seul le silence révèle. À Verdun, en 1916, Charles de Gaulle ne perd pas une bataille. Il entre, sans le savoir, dans la part la plus obscure de lui-même. Février 1916. Le froid mord la peau. Le ciel est gris, bas, écrasé par le souffle des canons. Verdun n'est pas un champ de bataille, c'est un abattoir d'hommes. Un enfer rythmé par les obus, la boue, les cris. Le lieutenant Charles de Gaulle a 25 ans. Il commande une section du 33e régiment d'infanterie. Il est calme, résolu, pas un mot de trop. Ces hommes sentent qu'il n'a pas peur, ou plus exactement, qu'il est capable d'aller au-delà. Il se tient debout dans un monde qui rampe. Le 2 mars 1916, il mène une contre-offensive près du bois des Corps. Les Allemands avancent. L'air est irrespirable, les cadavres forment des remparts. De Gaulle est frappé à la jambe par une baïonnette ennemie, puis touché par un éclat d'obus à la hanche. Il s'effondre, inconscient. L'hémorragie est lente, mais elle lui laisse la vie. Quand il rouvre les yeux, ce n'est plus la France qu'il voit, mais un uniforme allemand. Il est capturé. Commence alors une autre guerre, silencieuse, invisible, celle de l'attente, de la solitude, de l'humiliation. Le jeune officier français est transféré dans un camp de prisonniers près d'Ingolstadt, en Bavière. C'est un château devenu prison, encerclé de barbelés, cerné par l'hiver. Mais ce qui enferme Charles de Gaulle ne le contient jamais.
Il tente une première évasion à peine quelques semaines après son arrivée. Il dissimule ses vêtements militaires sous une couverture, profite d'une ronde mal surveillée et s'échappe par une fenêtre. Il est repris quelques heures plus tard dans les bois, frigorifié, amaigri, mais le regard intact. Il recommence, une deuxième fois, puis une troisième. Il limera les barreaux, feindra la maladie, travestira son accent pour passer pour un ouvrier polonais. À chaque tentative, l'échec est brutal, l'humiliation cuisante, mais jamais il ne se résigne. Les Allemands finissent par le surnommer Der Ausbrecher, le fuyard. Un officier allemand dira même « Ce de Gaulle ne comprend pas la défaite, elle glisse sur lui ». En tout, 5 tentatives, 5 chutes, mais dans chacune d'elles, il renforce quelque chose en lui, une résistance intérieure, une certitude. Il n'appartient pas à cette cage, il n'appartiendra jamais à l'oubli. Il passe plus de 2 ans en captivité. 2 ans à lire, à écrire, à observer, à ruminer. Il analyse les failles de l'état-major français. Il décortique les stratégies. Il forge sa pensée militaire, convaincu qu'une France défensive est une France vulnérable. Il entrevoit déjà une autre manière de faire la guerre, plus rapide, plus moderne, plus déterminée. Et surtout, il comprend une chose essentielle. Ce n'est pas l'ennemi extérieur qui l'inquiète le plus, mais la résignation de ceux qui renoncent. Dans une lettre adressée à son père, il écrit « Je suis tombé, mais je me relèverai plus grand, non par orgueil, mais parce que la France aura besoin d'hommes debout. » Le 11 novembre 1918, il est libéré. La guerre s'achève, le monde s'effondre de fatigue, mais lui ne revient pas triomphant. Il revient transformé, tendu, en avance sur son temps, et seul. Aucun décoré ne l'attend, pas de gloire, pas de reconnaissance officielle. Il n'est pas un héros de vitrine. Il est un homme qui a vu l'envers du destin et qui a décidé d'en faire sa force. À Verdun, il a perdu un combat, mais il y a gagné un feu. L'officier isolé, trop moderne, trop tôt. Il est revenu de la guerre avec des éclats d'obus dans la hanche et des éclats de lucidité dans l'âme. Mais dans la France d'après 1918, l'armée préfère oublier, lui préfère comprendre. Les rues de Paris vibrent d'un soulagement amer. Les survivants rentrent, les morts ne sont pas comptés, seulement honorés. La République célèbre ses héros. Mais Charles de Gaulle, lui, ne s'inscrit dans aucun discours officiel. Il n'a pas été fêté, il n'a pas été promu, il n'a pas été écouté. Et pourtant, dans le silence de ses quartiers d'officiers, il réfléchit, il écrit, il ose. L'armée française, encore traumatisée par les hécatombes de la guerre de tranchées, se recroqueville sur une stratégie défensive. Lignes Maginot, effectifs massifs, doctrine rigide. De Gaulle n'est pas d'accord. À contre-courant de ses supérieurs, il prône une rupture. Il observe ce que les autres refusent de voir. La guerre à venir ne sera pas celle d'hier. Elle sera rapide, mécanisée, foudroyante. Elle ne se gagnera pas dans l'effort, mais dans le mouvement. Il s'inspire de ses lectures allemandes, de ses analyses personnelles, de la guerre qu'il a vécue au corps à corps. Il imagine une armée d'élite, professionnelle, mobile, appuyée sur des unités blindées autonomes. Il rêve d'un soldat nouveau, à la fois stratège, technicien et citoyen. En 1934, il publie un livre, Vers l'armée de métier, un brûlot sous une couverture sobre. Le propos y est clair, presque prophétique. Le jour viendra où le choc mécanique et rapide décidera du sort d'une nation. Mais l'armée française, engourdie par ses hiérarchies, ignore ce livre. Pire, elle s'en méfie. Ses généraux y voient de l'insubordination intellectuelle, une menace contre l'ordre établi. On le traite d'utopiste, d'irréaliste, d'ambitieux arrogant. Dans les cercles militaires, il devient l'homme à éviter, le gêneur, l'intellectuel en uniforme. Une anecdote poignante le révèle. Lors d'un colloque stratégique à Paris, un général se penche vers un collègue en voyant de Gaulle entrer dans la salle et murmure « Voilà le jeune qui veut faire la guerre avec des machines. Il oublie que ce sont les hommes qui meurent, pas les moteurs. » De Gaulle n'oublie pas. Il n'oublie rien. Il a vu mourir. Il a été prisonnier. Il sait ce que coûte l'immobilisme. Mais il n'élève pas la voix. Il note, il patiente, il creuse. Isolé dans son propre camp, il trouve du soutien. Ailleurs. À l'étranger, des observateurs militaires le lisent. En Allemagne notamment,
un certain Heinz Guderian, futur cerveau du Blitzkrieg, reconnaît en De Gaulle un esprit en avance sur son temps. Ironie. Ce que la France rejette, l'ennemi l'écoute. Pendant ce temps, lui enseigne à l'école de guerre. Ses cours sont brillants, mais souvent incompris. Trop denses, trop audacieux. Il forme sans convaincre. Il trace des cartes dans le sable que personne ne regarde. Mais derrière l'officier rigide se cache une tension intérieure, une forme de solitude qui s'étire, de frustration contenue. Il n'est pas amer, mais il souffre d'être inaudible. Il dira plus tard : l'intelligence dans l'armée est une chose tolérée, tant qu'elle ne gêne pas. Chaque jour, il monte les marches des institutions avec ce pas raide, presque cassant, comme s'il se forçait à ne pas plier. Il sait qu'il a raison. Il sait aussi que cela ne suffit pas. Alors, il attend. Dans ce Paris des années 30, trop léger pour entendre, trop blessé pour risquer, Charles de Gaulle est un homme seul. Mais il n'est pas perdu. Il est en veille. Et au fond de lui, une idée s'enracine. Si la guerre revient, et elle reviendra, il faudra quelqu'un pour dire non à la défaite avant qu'elle commence. Le mentor brisé. L'inversion des rôles. Parfois, l'histoire décide de faire tomber les pères pour révéler les fils. Et ce qui fut admiration devient rupture. Ce qui fut transmission devient fracture. Entre le maréchal Pétain et Charles de Gaulle, le lien se brise. Et avec lui, une certaine idée de la France. En 1912, le jeune lieutenant Charles de Gaulle est affecté au 33e régiment d'infanterie, à Arras. Son supérieur s'appelle Philippe Pétain. Pétain, à l'époque, est déjà un homme à part, calme, méthodique, respecté. Il ne se laisse jamais emporter. Il incarne une forme de sagesse militaire, celle qui se construit non par éclat mais par constance. Pour De Gaulle, encore jeune officier assoiffé de structure, Pétain représente alors un modèle. Il écoute, il apprend, il admire même. Lors de la Grande Guerre, leurs chemins se croisent à nouveau. Pétain devient le héros de Verdun, le vainqueur, dit-on, l'homme qui a tenu. De Gaulle, lui, est prisonnier, mais dans ses lettres, dans ses propos, le nom de Pétain revient toujours avec respect. Il est pour lui un roc, une figure, presque un père. Mais 25 ans plus tard, les rôles vont s'inverser, brutalement, tragiquement. La France vacille, l'armée est brisée, le gouvernement se déchire, le peuple panique. Dans ce chaos, Philippe Pétain, 84 ans, est appelé par la République pour rassurer. Il accepte, il s'installe à Vichy, et très vite, ce n'est plus la République qu'il incarne, mais la collaboration. Il signe l'armistice avec Hitler. Il appelle à cesser le combat. Il légitime l'occupation. Il parle de sagesse, de raison, de renoncement nécessaire. Et Charles de Gaulle s'effondre. Pas militairement, pas politiquement, intérieurement. Car ce geste n'est pas une erreur d'analyse. C'est une trahison d'âme. Le mentor, le guide, le modèle choisit la soumission. Et l'élève seul, choisit la résistance. Il n'y a pas eu de confrontation frontale, pas d'échange amer, pas de cris, juste une cassure, un basculement qui fait de l'un une statue qui se fêle, et de l'autre une voix qui se lève. Dans ses mémoires de guerre, De Gaulle écrira simplement : ce que j'avais respecté chez le maréchal n'existait plus. Il ne le nommera presque jamais. Il n'attaquera pas. Il le dépassera, par la constance, par l'exil, par le refus. Ce n'est pas seulement une divergence politique, c'est un deuil. Il marche désormais seul. Il quitte la France, non par fuite, mais par fidélité. Fidélité à une vision que Pétain, lui, a abandonnée. L'un parle de défaite, l'autre d'honneur, l'un signe, l'autre appelle. Et dans l'histoire des nations, il y a ces moments rares où deux silhouettes se détachent, l'une courbée par l'âge et la peur, l'autre droite malgré l'isolement. Ce que Pétain croit sauver par la soumission, De Gaulle choisit de le reconstruire dans l'ombre, loin des honneurs, loin des foules, mais près de ce qu'il appelle l'idée de la France. Une France qui ne s'agenouille pas, une France qui dit non, même seule, une France qui parfois se résume à un homme debout face à un père qui tombe. L'appel, 18 juin 1940. Certains moments ne durent qu'une poignée de minutes, mais changent la course des siècles. Ce soir-là,
dans un studio exigu de Londres, un homme seul affronte le silence du monde et le brise. Nous sommes le 18 juin 1940. La France vient de tomber. En 6 semaines, la Wehrmacht a écrasé les armées françaises, contourné la ligne Maginot, occupé Paris. L'humiliation est totale. Le gouvernement, installé à Bordeaux, vacille. Pétain, le héros de Verdun, appelle à l'armistice. Il parle de raison, de fin de combat. Le pays tout entier s'apprête à baisser les bras. Mais un homme, inconnu du grand public, refuse. Il s'appelle Charles de Gaulle. Il a 49 ans. Général à titre temporaire depuis quelques jours seulement. Aucune armée ne le suit. Aucun territoire ne le protège. Aucun journal ne l'écoute. Mais il a 2 choses, une conviction et une voix. Le 17 juin, il quitte la France dans un avion militaire britannique. Il atterrit à Londres sans certitude, sans mandat, presque sans plan. Mais avec cette pensée fixe, la guerre n'est pas finie. Elle commence autrement. Dans les rues de Londres, les sirènes d'alerte hurlent déjà. Les bombardements sont imminents. Churchill, récemment nommé Premier ministre, cherche des alliés, des volontés, des voix. De Gaulle se présente à lui. Et l'Anglais, pragmatique, sent en cet officier français raide, froid, intransigeant, un homme à part. Le soir du 18 juin, les studios de la BBC sont calmes, étouffés. L'éclairage est faible. Le microphone, noir et simple, trône comme une sentinelle. Charles de Gaulle entre, vêtu de son uniforme impeccable. Il n'a pas écrit un discours, il n'a pas révisé une tirade, il parle depuis une douleur. Face à lui, une vitre, un technicien, quelques officiers britanniques, pas un Français, pas un journaliste. Il inspire, il regarde droit devant lui, comme s'il s'adressait à un peuple invisible. Puis, dans un silence absolu, il prononce ces mots. Les chefs, qui depuis de nombreuses années sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non, exclamation marque. Le timbre est grave, l'élocution lente. Il ne crie pas, il ne supplie pas, il affirme. Et ce nom claque comme une gifle à la résignation. Il n'a pas de troupes, mais il a une guerre à mener. Il n'a pas de France libre, mais il la proclame. Il n'a pas de légitimité, mais il crée un espoir. Il continue. La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. À cet instant précis, un inconnu devient un symbole. Un militaire d'exception devient la voix d'un pays sans voix. Peu de gens entendront cet appel en direct. Les archives radio ne le conserveront même pas entièrement. Mais dans les jours suivants, il circule, en tracts, en bouche à oreille, en murmure. Dans les campagnes, dans les prisons, dans les foyers encore intacts, on prononce son nom. On écrit de Gaulle, à la craie sur les murs. Il n'a encore rien conquis. Mais il a redonné un souffle. Ce moment n'est pas un discours, c'est un passage, un basculement. Le militaire devient politique, l'exilé devient fondateur, le vaincu devient l'alternative. Et dans l'ombre d'un studio londonien, loin de sa terre, loin de son peuple, Charles de Gaulle comprend qu'il vient de faire le premier pas d'un chemin immense et solitaire. Il marche désormais à contre-courant de l'histoire officielle. Mais en profondeur, dans le cœur des humiliés, une autre France naît, non pas celle du territoire, mais celle de l'esprit. L'exil, les années de silence et de foi. Il n'est plus en France. Il n'a ni armée, ni territoire, ni budget. Il a quitté sa patrie sans adieu, sans fanfare, sans retour annoncé. Et pourtant, c'est depuis ce vide que Charles de Gaulle va reconstruire une nation. Dans l'exil, il choisit de croire quand plus personne n'ose espérer. Londres, été 1940. Le ciel est bas, chargé de pluie. Les sirènes hurlent presque chaque nuit. Les bombes allemandes frappent la ville. Dans les rues noircies par les alertes, des familles dorment dans les métros, les visages creusés, les corps collés contre les murs. C'est ici, dans cette ville étrangère, déjà menacée elle-même d'effondrement, que Charles de Gaulle installe son quartier général. Une chambre simple, un bureau modeste,
Un drapeau français accroché au mur comme un rappel de ce qui manque et de ce qui reste. Il est seul, et il le sait. L'appel du 18 juin n'a pas retourné la situation. À Vichy, le maréchal Pétain gouverne avec les pleins pouvoirs. Le Parlement s'est effacé. L'armée s'est soumise. L'opinion française, encore sonnée, ne réagit pas. De Gaulle n'est plus qu'un militaire désavoué, jugé déserteur par son propre pays. Et à Londres, il n'est qu'un invité. Toléré, mais pas toujours écouté. Churchill admire son courage, mais doit composer avec une France officielle encore diplomatiquement reconnue. Les Anglais veulent éviter de provoquer Pétain. Alors ils freinent, tergiversent, négocient. De Gaulle, lui, ne négocie pas l'honneur. Il écrit, il parle, il gronde, il prononce ses premiers discours aux Français de l'extérieur. La France n'est pas seule. Il n'en est pas tout à fait certain, mais il le dit pour qu'un jour cela devienne vrai. Dans les couloirs du ministère britannique des Affaires étrangères, on le surnomme le général Micro. Moqueur, distant, il insiste, il dérange, il impose, il fonde, presque seul, les bases de ce qu'il appelle la France libre. Pas une entité officielle, une idée, une promesse. Il regroupe quelques volontaires, des marins, des aviateurs, des exilés. Ils ne sont que quelques centaines au début. Ils viennent d'Indochine, d'Afrique, des colonies, des prisons. Ils n'ont parfois plus rien. Sauf une foi intacte. À Brazzaville, à Beyrouth, à Londres, des poches de loyauté naissent, ténues, incertaines. Mais elles s'agrègent, elles résistent, et De Gaulle, chaque matin, relie les cartes. Pas celles des territoires perdus, celles de l'esprit français, dispersé, mais vivant. Dans son bureau, il reçoit, il écoute, il décide seul. Certains partent, le trouvent trop autoritaire, trop hautain, trop inflexible. Il reste. Parce que pour lui, cette guerre n'est pas qu'un affrontement militaire. C'est une guerre de dignité. Il écrit à sa femme, restée en zone occupée. « Tu ne m'entends pas, mais je pense à toi chaque fois que je parle à la France. Tu es mon silence, elle est ma voix. » Il vit entre deux souffles, celui de l'histoire qui semble s'éloigner, et celui, intérieur, d'une mission qu'il n'abandonnera pas. Il crée un comité national français, embryon d'un État dans l'ombre. Il fusionne les forces de la France libre avec les réseaux de résistance intérieure. Il endure les humiliations diplomatiques, les moqueries, les trahisons. Mais il n'abdique jamais. Il ne cherche ni pouvoir, ni honneur. Il veut seulement que la France, un jour, puisse se regarder à nouveau sans honte. L'exil pour lui n'est pas une fuite, c'est une forge. Chaque nuit passée loin de sa terre, chaque silence subi à Londres, chaque mépris reçu d'un allié hésitant, devient un maillon de sa légitimité future. Et pendant que l'Europe s'embrase, pendant que des millions tombent, pendant que le monde doute, lui écrit, pense, structure. Il ne hurle pas, il attend, il creuse, et il prépare le retour, non pas le sien, celui de la France debout. La libération. Paris, août 1944. Certains retours ne sont pas des arrivées, ce sont des rétablissements, une réintégration dans l'histoire. Le 26 août 1944, Charles de Gaulle ne revient pas à Paris, il le relève. Les cloches de Notre-Dame n'ont pas encore sonné, mais déjà, dans les rues encore blessées de la capitale, un murmure circule. Il est là, il arrive. Depuis 4 jours, Paris s'est soulevé. Barricades, fusils cachés, bras bandés de brassards FFI. Les Parisiens ont risqué leur peau pour libérer leur ville, et ils l'ont fait, avec la 2e DB du général Leclerc, entré la veille, avec les résistants, avec la rage de ne plus être spectateurs. Le matin du 26 août, l'air est suspendu. Les immeubles sont encore criblés d'éclats. Les rues sentent la poudre, la cendre, la peur qui n'est pas encore totalement partie. Mais le soleil perce, comme une récompense. Et au loin, dans une place bondée de monde, une silhouette émerge, immédiatement reconnaissable, haute, droite, raide, un uniforme bleu sombre, des gants, un képi qui brille à peine sous la lumière. Aucun geste théâtral, aucun regard à la foule. Charles de Gaulle marche, seul, entouré de gardes, de militaires, de membres de la résistance, de chefs d'état-major, mais seul. Par sa démarche, par sa taille, par sa gravité.
Il avance comme un soldat qui rentre chez lui, sans triomphe, sans sourire, pas une larme, juste la nation qui retrouve son ombre. Il descend lentement les Champs-Élysées. À ses pieds, un tapis vivant, le peuple. Des milliers de Parisiens, hurlant son nom, tendant les bras, pleurant parfois. Mais lui ne s'arrête pas. Ce n'est pas de la froideur, c'est une retenue, une dignité forgée dans l'exil, dans la solitude, dans les années d'attente. Il ne veut pas incarner une revanche, il incarne un retour à soi. Des coups de feu éclatent. Oui, même ce jour-là. Sur le parvis de Notre-Dame, alors qu'il s'apprête à entrer dans la cathédrale pour un Te Deum, des tirs résonnent, panique, des cris. Certains se jettent au sol, d'autres cherchent une issue. De Gaulle, lui, ne bronche pas, il continue, d'un pas calme, comme s'il traversait un couloir vide, comme s'il refusait de céder, même au chaos. Un journaliste américain dira plus tard, « Ce jour-là, il ne jouait pas un rôle, il était la France. » La messe se déroule sous les voûtes de pierre, entre silence sacré et tension latente. De Gaulle, figé, pris, le regard bas, mais le port altier. À l'extérieur, les cloches sonnent enfin, pas pour une victoire, pour une résurrection. Car en vérité, Paris n'a pas été libéré par une armée. Il a été libéré par une foi, celle que la France ne meurt pas, tant qu'un seul homme croit encore en elle. Et en cet instant suspendu, dans cette marche sans fioriture, dans ce regard sans complaisance, c'est cette foi-là que Charles de Gaulle incarne. À la fin de la journée, il ne reste pas. Pas de banquet, pas de discours fleuve. Il rentre à l'hôtel de ville, prononce quelques phrases, puis s'éclipse. Le devoir n'est pas terminé. Il ne fait que recommencer. Car pour lui, libérer Paris n'est pas un aboutissement, c'est un point de départ. Le recul, une première abdication. Il a guidé la France à travers la nuit. Il l'a rendue à elle-même. Mais à l'aube de la paix retrouvée, Charles de Gaulle comprend que le combat a changé de nature. Ce n'est plus une guerre contre l'ennemi. C'est un affrontement plus diffus, plus gris, celui des compromis, des jeux d'ombre, des calculs politiques. Et ce combat-là, il ne le supporte pas. Nous sommes en 1946. Paris a été libéré. Le pays pense ses plaies. L'Europe réapprend à respirer. Les institutions se relèvent, fragiles, incertaines. Charles de Gaulle est à la tête du gouvernement provisoire. Il incarne la victoire, la légitimité, le sursaut. Il a rendu sa voix à la France. Mais voilà, autour de lui, les partis politiques reprennent leur place. Les combinaisons reprennent, les tractations, les débats creux, les stratégies de couloir. Lui ne comprend pas, ou plutôt, il comprend trop bien. Il voit revenir ce qu'il déteste, la faiblesse institutionnelle, le règne des partis, la division comme méthode. Il propose une constitution forte, stable, avec un exécutif renforcé, une idée qu'il portera plus tard dans la Ve République. Mais en 1946, ce projet fait peur. Trop vertical, trop direct, trop gaullien. Les partis refusent. Ils veulent un parlement fort, un gouvernement responsable, donc fragile. De Gaulle, face à cela, ne marchande pas. Il démissionne. Pas de colère, pas de chantage, pas de drame, juste un communiqué. Une date, 20 janvier 1946. Et un mot qui résonne, retrait. Le général quitte le pouvoir, volontairement, sans pression, sans renversement. Il abandonne une fonction, pour rester fidèle à une vision. Il s'installe à Colombey-les-Deux-Églises, un village perdu dans la brume, une maison modeste, des murs clairs, une cheminée et une table de travail. Un homme d'État sans parti, un géant sans chaise. Chaque matin, il lit la presse. Il observe de loin les soubresauts de la 4e République, l'instabilité, les gouvernements qui tombent les uns après les autres. Il n'écrit pas de tribune, il ne conspire pas, il attend. Une anecdote révélatrice. Un journaliste vient le voir, un jour d'hiver. Il lui demande « Général, que faites-vous ici, maintenant que tout semble vous ignorer ?» Et De Gaulle répond simplement, en montrant la forêt « Je me prépare !» Il écrit ses mémoires, il reçoit peu, il entretient son jardin, il parle à sa fille Anne, handicapée, avec une tendresse qu'il n'affiche jamais en public. Il retrouve une forme de silence, mais un silence de veille,
Pas de renoncement. Il reste cette silhouette immense, un peu fantomatique, que l'on évoque dans les débats comme une présence silencieuse. Il ne réclame rien. Mais tout le monde sent qu'il est encore là. Et au fond de lui, il le sait, ce n'est pas fini. Il faudra une nouvelle crise, un nouveau chaos, pour qu'on vienne à nouveau frapper à sa porte. Mais pour l'heure, il choisit l'isolement plutôt que la compromission, la fidélité plutôt que le confort, le retrait plutôt que l'illusion du pouvoir. C'est là, dans ce choix rare, humble et immense, que se révèle sa grandeur. Il ne veut pas être un homme d'État ordinaire, il veut que la France reste digne, même si pour cela, il doit d'abord s'effacer. Le retour. 1958. La République vacille. Certains hommes attendent qu'on les rappelle. D'autres préparent leur retour en silence. Et parfois, le destin, vacillant, n'a d'autre choix que de frapper à une porte déjà entr'ouverte, celle de Charles de Gaulle. Nous sommes en mai 1958. La France est fatiguée. La 4e République s'essouffle sous le poids des gouvernements instables, 24 en 12 ans. À chaque crise, un remaniement. À chaque remaniement, un peu plus de désordre. Mais cette fois, ce n'est plus une question de majorité parlementaire. C'est plus grave, c'est l'Algérie. Depuis 1954, une guerre sans nom consume les deux rives de la Méditerranée. Guerre d'indépendance? Guerre coloniale? Guerre civile? Les mots s'entrechoquent, les morts s'accumulent. En métropole, le peuple doute. L'armée, elle, commence à gronder. Le 13 mai 1958, à Alger, des officiers supérieurs prennent le contrôle du pouvoir local. Ils réclament un gouvernement fort, une ligne claire, une France ferme. Et dans leur bouche, un nom résonne, De Gaulle. L'homme est à Colombey, toujours dans son silence. Il n'a rien demandé, il n'a rien comploté. Mais il voit venir depuis des années cette convulsion. Ce moment où la République, trop faible, s'effondrera d'elle-même. Il parle, peu, mais suffisamment. Je me tiens prêt à assumer les pouvoirs de la République. La phrase tombe comme une lame. Elle est à la fois apaisante et menaçante, une promesse, une mise en garde, une main tendue, sans gants. Paris hésite. Certains s'effraient. Veut-il le pouvoir personnel? Un coup d'État légal? Un retour à l'homme providentiel? Mais l'urgence balaye les débats. La République, pour survivre, doit se réinventer. Le 1er juin 1958, Charles de Gaulle est investi président du Conseil. Le Parlement, cette même assemblée qu'il avait quittée en 1946 avec mépris, lui donne les pleins pouvoirs. Il revient, mais cette fois, pour refonder. À peine nommé, il entame la rédaction d'une nouvelle constitution. Ce n'est pas un ravalement, c'est une révolution tranquille. Fini les gouvernements fragiles, fini le pouvoir parlementaire qui chancelle au moindre souffle. Il veut un exécutif fort, stable, durable, une architecture à l'épreuve du chaos. Je propose un régime où le pouvoir émane du peuple mais s'exerce sans faiblesse. La 5e République naît, taillée dans sa vision, inspirée par son exigence, équilibrée entre autorité et légitimité. Une constitution pour traverser les tempêtes, une république de verticalité. En septembre, les Français sont appelés à se prononcer par référendum. Ils votent massivement oui, près de 80%. C'est plus qu'un plébiscite, c'est une reconnaissance tardive. Le vieil homme solitaire devient, à nouveau, la figure centrale. Le 21 décembre 1958, Charles de Gaulle est élu président de la République. Il revient à l'Élysée, non comme un politicien, mais comme une colonne vertébrale. Le temps des partis s'efface, le temps de la France debout recommence. Mais derrière ce retour triomphal se cache une autre tension, plus intime. Ce pouvoir qu'on lui redonne, il ne l'a jamais désiré pour lui-même, il ne l'a jamais recherché. Mais il sait que sans lui, la France chancelle. Alors il revient, non par orgueil, par devoir. Et dans les couloirs de l'Élysée, où tout a changé sauf l'odeur du velours, un homme de 68 ans, droit, sec, seul, reprend les commandes. Non pas pour régner, mais pour redresser ce qui tremble. Le chef d'État, vision,
Indépendance, autorité, ce n'est pas un président comme les autres. Ce n'est même pas, au fond, un président. C'est un homme qui a incarné la France comme un rôle sacré. Pendant 10 ans, Charles de Gaulle ne gouverne pas. Il incarne. Il entre à l'Élysée. Silencieux, minéral, presque solennel. Ce palais du pouvoir, il ne le transforme pas en lieu de séduction médiatique. Il en fait une citadelle de l'État. Dans les premières semaines de son mandat, tout est clair. Il ne cherche pas à plaire. Il cherche à positionner la France dans un monde nouveau, instable, bipolaire. Et pour cela, il va prendre des décisions que peu d'hommes auraient osées. Première décision, la dissuasion nucléaire. Il veut que la France possède son propre arsenal, non pour attaquer, mais pour ne dépendre de personne, ni des soviétiques, ni des américains. Le monde est désormais divisé en blocs, mais lui refuse d'être un pion. La sécurité ne se quémande pas, elle se construit. Il lance alors le programme de la force de frappe nucléaire. Il installe des sites à Pierre Latte, Mururoa, à Regan. Il provoque la critique, l'incompréhension, les protestations. Mais il tient bon, car derrière les armes, ce qu'il défend, c'est l'indépendance de la décision française. Deuxième acte, l'OTAN. En 1966, il frappe fort, très fort. Il retire la France du commandement intégré de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, une gifle à Washington, un affront stratégique, mais un acte cohérent. On ne dirige pas un peuple libre depuis l'étranger. Il ferme les bases américaines en France. Il demande à l'OTAN de quitter le sol français. Et face aux regards ahuris, il reste impassible. Lui ne veut pas que l'Occident parle d'une seule voix. Il veut que la France garde la sienne. Troisième affrontement, l'Europe. Alors que le projet européen prend forme autour de la communauté économique européenne, De Gaulle refuse l'entrée du Royaume-Uni. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une vision. Il redoute une Europe sous influence anglo-saxonne, une Europe sans ancrage historique ni colonne vertébrale. Il dit non, 2 fois. Une phrase reste, l'Angleterre, ce n'est pas l'Europe, c'est le grand large. Il se forge alors une image unique au monde. Pour les uns, il est un visionnaire, un homme d'honneur, un rempart contre la soumission. Pour les autres, un autoritaire, figé, isolé, intransigeant jusqu'à l'excès. Mais tous s'accordent sur une chose, il fait entendre la voix de la France. Une voix grave, lente, pesée, que l'on entend dans les grands sommets internationaux, dans les réunions à huis clos, dans les discours télévisés, toujours ponctués d'un silence contrôlé. Il refuse la politique spectacle, il parle peu. Mais chaque mot devient un acte, il ne fréquente pas les plateaux. Il ne confie rien de personnel, il reste distant, presque inaccessible. Mais il donne un poids au silence et à la posture. Une anecdote révélatrice. Lors d'une visite d'État à Moscou, alors qu'on lui propose une traduction simultanée, il refuse. Il parle en français, lentement, et attend que chaque phrase soit traduite, pas pour dominer, pour marquer, pour que les mots prennent racine, pour que le respect ne soit pas négociable. Charles de Gaulle, président, c'est la verticalité en politique. Il ne cherche ni la proximité, ni la popularité. Il veut que la France reste maîtresse de son destin, quels que soient les vents contraires. Même seul, même isolé, car pour lui, la solitude de la grandeur vaut mieux que la compromission du confort. Et quand un jour, un journaliste lui demande s'il se sent seul à défendre cette vision du monde, il répond simplement « On n'est jamais seul quand on est avec la France ». Mai 68, l'ébranlement. Il a traversé la guerre, les crises, les abandons. Mais ce printemps-là, ce n'est pas un ennemi qu'il affronte. C'est un pays qui, pour la première fois, se lève contre l'image du père. Et Charles de Gaulle, pour la première fois, chancelle. Mai 1968. Paris étouffe sous un ciel trop bas. Les pavés, d'ordinaire immobiles sous les pas, s'arrachent désormais du sol comme des cris de pierre. Les slogans fusent, les drapeaux se lèvent, rouges, noirs, anarchiques. Dans les rues, ce ne sont ni des soldats, ni des politiques, ce sont des étudiants, des jeunes, des ouvriers, des enseignants. Ils ne réclament pas le pain, ils réclament l'air. Ils ne dénoncent pas un régime tyrannique, ils dénoncent un monde figé, vertical, rigide. Et au sommet de ce monde, il y a lui, le général,
Depuis 10 ans, il incarne la stabilité, l'autorité, la grandeur. Mais ce mois-là, cette stature devient un mur. À Nanterre, à la Sorbonne, dans les usines Renault, dans les couloirs de la radio, une nouvelle France émerge. Elle ne veut pas détruire, mais elle refuse de continuer ainsi. Il est interdit d'interdire. Sous les pavés, la plage. Soyez réaliste, demandez l'impossible. De Gaulle regarde, il écoute, mais il ne comprend pas. Il voit des jeunes qui brûlent son image dans les cortèges, des manifestants qui citent Mao et Marcuse au lieu de Clémenceau et Jaurès. Il entend des revendications qui ne sont plus sociales mais existentielles. Ce n'est pas une révolte contre le gouvernement, c'est une crise de civilisation. Et lui, Charles de Gaulle, soldat du XXe siècle, ne sait plus où poser le pied. Fin mai, la situation dégénère. 10 millions de grévistes. La France à l'arrêt. La peur gagne même les palais du pouvoir. Et puis, un geste inattendu. Il disparaît. Sans prévenir, le 29 mai, de Gaulle quitte Paris. Il s'envole pour Baden-Baden, en Allemagne, auprès du général Massu. Un geste mystérieux. Un repli tactique. Une abdication intérieure. Un moment de doute. Personne ne le sait. Mais le pays tremble. À son retour, le lendemain, il est changé. Plus raide encore. Plus grave. Moins sûr peut-être. Mais il reprend le contrôle. D'un ton martial, il dissout l'Assemblée. Appelle à la majorité silencieuse. Et elle répond. Aux élections législatives de juin, son camp remporte une victoire écrasante. Mais la fracture est là. Ce n'est pas une victoire joyeuse. C'est un sursis, un avertissement. Le lien entre De Gaulle et la jeunesse est rompu. Il reste admiré. Mais il n'est plus suivi. Il reste debout, mais à distance. Une phrase circule dans les cafés. Il parle comme mon grand-père, mais moi, je veux vivre autrement. Charles de Gaulle comprend, alors, ce qu'il n'a jamais voulu voir. La France qu'il a portée n'est peut-être plus celle qui vient. Et dans le silence de l'Élysée, entre deux dossiers, entre deux conseils des ministres, il regarde la carte du pays avec une fatigue nouvelle. Non physique, historique, comme s'il pressentait qu'une époque se referme, comme s'il savait déjà que son heure approche. Le dernier nom, 1969. Il avait dit non à la défaite, non à la soumission, non à l'effacement de la France. Et voilà qu'en 1969, c'est à lui que l'histoire dit non. Calme, sans éclat, comme un rappel que même les géants, un jour, doivent s'effacer. Mars 1969. Le pays est stable mais inquiet. Le tumulte de mai 68 est passé, mais ses répliques souterraines secouent encore la société. De Gaulle, vieillissant, voit bien que quelque chose lui échappe. La jeunesse le regarde avec distance. Les élites se méfient. Le lien s'est distendu. Mais il reste fidèle à lui-même. Il ne changera pas pour rester. Il propose une nouvelle réforme, une refonte du Sénat et une transformation du rôle des collectivités territoriales. Une réforme technique. Non. Un symbole. Il veut une république plus directe, plus enracinée, plus cohérente, moins centrée sur les jeux politiciens, plus tournée vers le peuple et les territoires. Mais les partis flairent une opportunité. L'opposition se cristallise, les médias s'agitent, et surtout, les Français doutent. Ils décident de soumettre le projet à référendum, et il prévient « Si vous dites non, je m'en vais ». Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Le 27 avril 1969, les urnes parlent. 52% de non. Ce n'est pas une clameur, c'est un murmure, mais pour lui c'est suffisant. Il ne cherche pas l'excuse, il ne conteste pas les chiffres, il ne temporise pas. Le soir même, à minuit, il démissionne. Pas de discours tragique, pas de mise en scène, juste un communiqué, froid, net, digne. Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Le lendemain, il quitte l'Élysée. Un simple convoi, pas de cortège, pas de caméra imposée. Il refuse les hommages précipités. Il s'en va comme il a vécu, droit. Pas pour fuir, pour rester fidèle. Il n'a jamais aimé s'imposer. Il voulait convaincre. Il n'a jamais cherché à durer. Il voulait être utile. Et quand le pays a dit non, il a su entendre ce non comme un homme libre. Une anecdote bouleversante circule. Le soir du référendum, après avoir envoyé son communiqué, De Gaulle se serait isolé dans son bureau.
face à une lampe allumée, et aurait murmuré « Eh bien, voilà ». Puis, il aurait éteint la lumière. Silence, rideau, majesté. Dans les jours qui suivent, la France se cherche déjà un nouveau président. Mais elle sent qu'une époque s'achève. Le dernier chef d'État à ne pas chercher le pouvoir l'a quitté sans attendre qu'on le lui retire. Et dans les couloirs vides de l'Élysée, il laisse autre chose qu'un bureau. Il laisse une absence qui pèse plus lourd que toutes les présences. L'héritage, le silence éternel. Un soir de novembre 1970, dans une maison blanche posée entre forêt et prairie, un vieil homme s'écroule sur une chaise, sans plainte, sans adieu, comme un arbre centenaire que le vent, enfin, autorise à tomber. Colombey-les-Deux-Églises, un nom simple, presque effacé sur la carte. Un village de moins de 500 âmes, sans monument, sans palais, sans faste. C'est là que Charles de Gaulle a choisi de vivre après le pouvoir. Et c'est là aussi qu'il a choisi de mourir. Le 9 novembre 1970, alors qu'il s'apprête à jouer une partie de cartes avec sa famille, il ressent une vive douleur dans la poitrine. Il s'effondre. En quelques minutes, tout est terminé. Un infarctus, le cœur d'un géant qui s'arrête. Dans le silence qu'il a toujours préféré au tumulte, il avait tout prévu, même sa mort. Il ne voulait ni obsèque nationale, ni hommage officiel, ni caméra. Juste une messe simple, une tombe modeste, une croix blanche, sans titre. Inscription unique. Charles de Gaulle, 1890 à 1970. Pas de général, pas de président, pas de libérateur. Rien que le nom, rien que l'homme. Et pourtant, dans tout le pays, l'émotion est immense. Le dernier géant s'est éteint. À Paris, les drapeaux sont en berne. Des milliers de Français pleurent en silence. À Londres, la BBC interrompt ses programmes. À Moscou, à New York, à Dakar, à Hanoï, les ambassades françaises sont recouvertes de fleurs. Le monde entier rend hommage à une absence, car De Gaulle n'est plus là. Mais il est partout, dans chaque article de la Constitution, dans chaque discours politique où son nom sert encore de repère, dans chaque crise où l'on se demande « Que ferait le général ?» Il a quitté le pouvoir sans héritier, mais il a laissé une ombre immense. Pas une ombre qui efface, une ombre qui éclaire par contraste. À Colombey, sa tombe ne domine pas le cimetière. Elle le traverse, et face à elle, les visiteurs parlent bas, très bas, comme s'ils savaient qu'il écoute encore. Une anecdote bouleversante. Peu après sa mort, un écolier écrit une lettre qu'on retrouvera accrochée à la grille de la boisserie. On y lit « Merci de nous avoir appris que la France pouvait dire non. Même quand elle était seule, même quand elle avait peur. » Voilà peut-être l'essentiel. Il n'était pas seulement un président, il n'était pas seulement un soldat, il était une verticalité intérieure, une voix dans le silence, une colonne de solitude dressée au milieu du vacarme, et dans un siècle bruyant, rapide, parfois oublieux. Il a rappelé ceci. La grandeur ne fait pas de bruit, elle marche, elle attend, elle parle peu, et parfois quand tout chancelle, elle revient. Conclusion. Le murmure des géants. Charles de Gaulle n'a jamais demandé à entrer dans l'histoire, mais il s'y est tenu droit, chaque jour, comme on se tient face à la mer, avec respect, lucidité et la solitude des êtres appelés à durer. Il n'était pas un homme du pouvoir. Le pouvoir, il le craignait, il le contenait, il ne l'a jamais aimé. Il lui préférait la mission, cette mission obscure et silencieuse qui traverse les siècles, maintenir debout ce que d'autres laissent choir. Il n'a jamais demandé l'amour du peuple, mais il a exigé la hauteur. Il a rappelé à une France fatiguée qu'elle pouvait encore lever la tête, et qu'il valait mieux être seul et fidèle que nombreux et oublieux. Dans une époque de fracas, il a été un silence. Dans une époque d'images, il a été une silhouette. Dans une époque d'ego, il a été un rocher. Sa voix, grave, lente, presque rocailleuse, ne portait pas des promesses. Elle portait des rappels. Elle rappelait que la liberté coûte, que l'indépendance se paie, que la grandeur n'est pas un discours, mais une ligne intérieure qu'on ne franchit pas, même sous les bombes, même sous les sifflets. Quand on regarde sa vie, on ne voit pas une ascension. On voit une ligne droite
Une ligne qui traverse les batailles, les exils, les retours, les refus. Et cette ligne, aujourd'hui encore, nous sert de repère. Il a quitté le pouvoir sans bruit. Il est mort dans le silence. Mais son absence fait toujours du bruit. Parce qu'en vérité, il est encore là. Dans chaque président qui se mesure à lui. Dans chaque crise où son nom remonte. Dans chaque discours qui cherche son écho. Et dans chaque conscience française qui, au bord de l'abandon, entend au fond d'elle cette phrase « La France ne peut pas mourir ». C'était cela, De Gaulle. Pas un héros, pas un modèle, mais un rappel. Un homme qui n'a jamais baissé la voix, parce qu'il parlait à ceux qui ne la levaient plus. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, partage-la, raconte-la autour de toi. Parce que derrière chaque légende, il y a un silence qu'on n'a pas encore entendu. Et ici, sur Destin de légende, chaque voix oubliée retrouve un souffle. Un souffle pour les générations qui viennent. Un souffle pour celles et ceux qui doutent, mais qui, comme lui, se relèvent.